Bonjour à tous d'être venus à l'heure ponctuelle. Dans une culture latine, c'est pas évident toujours, hein. Mais c'est tout à fait remarquable et je vous en remercie. Euh, il faut toujours, je crois, comprendre un pays, une civilisation, une culture. Il faut avoir une vision sur le très long terme, c'est-à-dire le temps long. Et la pensée chinoise est constituée, ou la civilisation chinoise est constituée par ces trois fondements: le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, qui est d'ailleurs, qui vient de l'Inde, n'est-ce pas? Et que, évidemment, on va vous présenter aussi la réalité concrète des conditions féminines et de la richesse féminine de nos grands pays qui représentent 40% de l'humanité. Et donc le taoïsme, qui est le premier fondement de la civilisation chinoise et qui nous apprend à ce que les substances et les énergies vitales est constituée par euh, l'image, c'est ça l'image, hein, du taoïsme, par l'énergie yin et l'énergie yang que vous connaissez tous, c'est-à-dire le masculin, le féminin, par ces représentations euh, de la nature, par exemple, le soleil par rapport à la lune, femme face à l'homme, l'hiver par rapport à l'été, l'influence par rapport au pouvoir et aussi l'action latente par rapport à l'action apparente, hein, et l'énergie vitale masculine par rapport à l'énergie vitale féminine. Donc, dans la pensée profonde cosmique chinoise, nous avons déjà, c'est l'existence, la coexistence, la complémentarité, la dynamique, la richesse engendrée par ces deux énergies vitales. Toute vie, toute espèce vitale, toute énergie et substance vitale provient de ces deux énergies et la dynamique des deux énergies. Donc, dans la pensée profonde chinoise, il est impensable que c'est une substance, une énergie vitale qui domine pour tout le reste. Ce n'est pas logique, ce n'est pas compréhensible dans la pensée chinoise. C'est extrêmement important. Le deuxième pilier de notre civilisation, c'est le confucianisme. Il propose un idéal social dans l'organisation des hommes et de la société. Tout à l'heure, le taoïsme concerne la vision cosmique du monde chinois. Le confucianisme nous propose un idéal de l'organisation des hommes et de la société, c'est-à-dire par ces quelques principes importants qui d'ailleurs a complètement basculé ou modifié cette pensée chinoise cosmique de yin et de yang, de complémentarité et de coexistence et de différence. Eh bien, dans le confucianisme, il nous propose quelques grands principes. Là où il y a des hommes, il faut penser à l'intérêt commun, c'est-à-dire la communauté. Dans le confucianisme, nous attachons beaucoup d'importance à la famille parce que la famille est le socle de la stabilité, de la paix de la société. La famille, c'est presque un mini-État, c'est-à-dire l'État, la nation est basée sur la multitude de ces socles concrets de famille. Et le troisième, évidemment, là où il y a des hommes, il faut hiérarchiser les relations. Et c'est là où il y a la différenciation entre l'homme et la femme dans le confucianisme. Par exemple, l'homme supérieur, la femme inférieure. L'homme dehors, femme dedans. L'homme représente l'autorité, la femme représente la dignité et la soumission. Donc, toute cette hiérarchisation et cette modification de relations commence par le confucianisme, parce que c'est le confucianisme qui propose l'idéal de l'organisation sociale. Évidemment, il y a l'autocratie, puisqu'il y a la hiérarchisation, évidemment, ça conduit à l'autocratie. Le sens de devoir dans le confucianisme est extrêmement important. Donc, le devoir et la responsabilité constituent le critère de réussite de l'homme. Et l'éducation, contrairement à l'Inde,
En Chine, nous n'avons pas de caste. Donc, tout homme, quelle que soit son origine, ses conditions humaines, de par l'éducation, il peut modifier et connaître l'ascension sociale. C'est-à-dire, l'élite est basée uniquement sur le système de méritocratie et sur le système de sélection de l'éducation. Et le dernier point dans le confucianisme, ce qui est très important pour comprendre le monde chinois et son fonctionnement, c'est la praxis, c'est-à-dire l'action efficace. Le verbe n'est pas important, moins important que l'action concrète et l'efficacité. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci, Meyi. Ok, j'ai choisi une image pour vous. On n'arrive pas à dater cette sculpture. Cette sculpture se trouve sur l'île de Elephanta à côté de Bombay et on pense que c'est peut-être du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça s'appelle Ardhanarishvara, ça veut dire mi-homme, mi-femme. Et la croyance, avant de l'arrivée des systèmes de caste qui ont divisé les hommes, qui les a hiérarchisés, etc., disait que le divin consiste du principe de Shiva ou Purusha, qui est le principe masculin, et de Shakti, la force féminine. C'était ça qui dominait la société indienne au début. Et donc là, on voit clairement que la moitié du corps est masculin, l'autre moitié du corps est féminin. Et cette statue en elle-même comprend les deux essentielles forces sur la Terre. Voilà une autre image qui vient du XIVe siècle. Cette fois-ci, c'est une statue en bronze de l'époque Chola. Et effectivement, cette image symbolise cette ambivalence de la nature divine. Et on dit que féminin et masculin à la fois, c'est l'image androgyne. Donc, si on regarde dans les anciens textes, comme disait Meyi, l'histoire a énormément d'importance toujours pour forger, former nos sociétés. Et à partir du IVe siècle arrivent les castes. Et là-dedans, on a vraiment ces disons, les 4 étapes par lesquelles doivent passer les hommes, parce qu'on parle des hommes plutôt que des femmes, hein, à partir de l'arrivée de la caste. Et en Inde, la prospérité n'est pas interdite. C'est parfaitement ok de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, et aussi d'avoir le plaisir. Le sexe, le plaisir charnel n'est pas un tabou. Et donc vous avez des temples de Khajuraho, des temples absolument exceptionnels qui datent entre le 9e et le 11e siècle. Quand je pense à la société indienne qui était libre, extraordinairement libre d'esprit, et où on n'avait pas les tabous qui existent dans notre société aujourd'hui. Donc, quelque part aussi avec l'arrivée des Anglais et les principes de la reine Victoria, on est devenu une société très victorienne, donc extrêmement moralisatrice qui a essayé tout le temps de contrôler la femme. Mais normalement, on dit qu'effectivement, quand quelqu'un est né, il est petit, puis étudiant, il doit terminer ses études. Pendant cette période-là, on dit que l'homme doit pratiquer le célibat. Après, il se marie, il fonde une famille. Et quand il a rempli toutes ses responsabilités, c'est-à-dire quand tous les enfants ont été dûment mariés à quelqu'un, à ce moment, il prend sa retraite et à la fin, il renonce tout.
C'est cette notion de prendre de la distance avec tout ce qu'il y a, avec les tentations de la vie, et il part. Mais dans tout cela, où sont les femmes? Et l'Inde est une société qui est devenue très patriarcale. La femme est vénérée, hein, c'est la mère nourricière, la mère patrie, Bharat Mata, Mother India, ce sont des slogans qui reviennent, mais c'est une mère qui est à vénérer, mais aussi à être contrôlée, à être possédée. Donc la femme est d'abord la possession du père, après la possession du mari. Il y a évidemment des changements et des transformations qui se passent, mais les statistiques parlent grand, parce que 27% des femmes sont comptées comme travailleurs en Inde. Et c'est aussi parce que quand elles travaillent dans le secteur agricole, si elle n'a pas le titre de la propriété, on ne la considère pas. Elle n'est pas fermière, elle est rien. Son travail n'est pas compté. Tout le travail des femmes qui sont chez elles n'est pas souvent compté. Mais malgré ça, les femmes indiennes luttent pour la dignité, la liberté. Il y a énormément de femmes qui font des travaux d'une importance absolument exceptionnelle. Les femmes ont quand même conquis une place d'importance. Et vous avez, je vous donne cet exemple, quand je suis allée pour lancer le satellite indien en tant que journaliste évidemment, à Kourou, les deux personnes qui étaient dans la salle Jupiter pour lancer cette satellite indienne n'étaient pas les hommes. C'était des jeunes femmes, mathématiciennes de très haut niveau, et qui avaient pris les places par la simple méritocratie, comme dit Meilly. Mais il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que beaucoup d'études sociologiques qu'on a fait, là où il y a des femmes patrons, on découvre que l'approche vers le management est différente. Le monde que ces femmes arrivent à créer autour d'elles est un monde qui a beaucoup plus d'empathie, de teamwork, où on essaye de mettre tout le monde ensemble. C'est pas la compétition entre les hommes super machos qui veulent arriver par leur ambition et par la force. C'est un autre style, souvent, de management. Voilà, c'est à toi. Je voudrais dire que la réalité socio-économique et culturelle de la Chine actuelle, c'est que depuis la fondation de la République populaire de Chine, évidemment, nous avons connu un grand progrès qui a été réalisé pour arriver à une certaine égalité entre hommes et femmes. Mais encore une fois, il faut, dans notre monde de pensée complexe, c'est-à-dire en Chine, il n'y a pas une réalité, il y a des multitudes de réalités, et que entre déjà les villes et la campagne, entre les régions développées comme Shanghai, Pékin et Canton et Shenzhen, par rapport à l'ouest de la Chine, eh bien plus vous allez vers l'ouest et plus la tradition, l'influence de la tradition s'impose et impose cette forme de soumission des femmes à l'égard de l'homme, et qu'une préférence de garçon par rapport à la fille, jusqu'à certaines réalités très cruelles, c'est-à-dire préférence des garçons et abandon des filles dans certaines régions et dans certains villages de la Chine. Mais néanmoins, le progrès dans l'égalité homme-femme est lancé, et personne ne peut l'empêcher. Et que plus le temps passe et plus on s'aperçoit que par la méritocratie, par l'éducation, par l'instruction, eh bien, les femmes chinoises aujourd'hui, non seulement elles travaillent, elles sont indépendantes économiquement, financièrement, professionnellement, et aussi elles assurent des responsabilités extrêmement importantes de premier plan. Alors je vous cite 3 exemples de femmes, 3 générations.
La première, c'est Tu Youyou, qui est née en 1930. Elle a fait des études de médecine traditionnelle chinoise. Elle a été lauréat de prix Nobel de la médecine en 2015 parce que pendant 40-50 ans, elle a travaillé avec son équipe pour trouver une, un remède qui s'appelle arméticinine contre le paludisme. C'est le plus efficace. Et ensuite aussi un autre remède contre le malaria. Hein. Et c'est ainsi que, alors ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont pas commencé par faire des essais sur les animaux, elle a fait ses essais sur elle-même. Hein. Elle a commencé à trouver ces remèdes-là en essayant sur elle-même et sur le personnel de son équipe, c'est-à-dire vraiment vivre l'expérience et l'épreuve par ces essais techniques et cliniques et pour trouver ces remèdes contre les deux maladies les plus répandues, hein, des plus répandues de notre temps. Et aujourd'hui encore, elle continue à faire des recherches sur la continuité de ces découvertes contre les pathologies très répandues, surtout dans les pays où on n'a pas toujours les médicaments contre ces maladies et ces pathologies très répandues. Alors le deuxième, elle s'appelle Zhou Qunfei. Elle est née en 1970. Elle s'appelle Zhou Qunfei, issue d'une famille très pauvre de la province de Hunan. Elle a perdu sa maman à l'âge de 5 ans. Elle avait un papa, elle a toujours son papa, moitié aveugle, qui faisait des bambous, enfin des paniers en bambou et ensuite réparateur de vélos. Elle était l'aînée de ses frères et sœurs. Elle a abandonné ses études pour se subvenir à sa famille et elle est allée travailler à Shenzhen vers l'âge de 20 ans dans une entreprise qui fabriquait des verres de montre pour les marques européennes et chinoises. Et cette entreprise a fait faillite. Et ensuite, elle a commencé à travailler sur les écrans pour une autre société fabricant de verres pour les montres. Et puis ensuite, elle a pensé à créer une société qui s'appelle Lens Technology et qui fournit Apple, c'est-à-dire tous nos écrans tactiles, pratiquement en majorité est fabriqué par son entreprise. Jusqu'à maintenant, 75% de son chiffre d'affaires provient d'Apple et de Samsung et aussi de Huawei. Et c'est-à-dire que justement par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire son management est extrêmement empathique et qu'elle demande à tout le personnel de participer lorsqu'il y a des grandes catastrophes naturelles, de participer, de comment progresser dans le management par toute l'intelligence collective et aussi l'intelligence spontanée, hein, en mobilisant aussi la richesse féminine de son entreprise, parce que sur ces chaînes de fabrication, il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre qui sont de main-d'œuvre féminin. Et aujourd'hui, elle est la femme la plus fortunée de la Chine. Elle continue à avancer sur l'exploitation de cette richesse, non seulement féminine, mais aussi humaine, hein, dans son groupe. Alors le troisième, c'est le plus intéressant, je ne sais pas si vous voyez, elle est née en 1980. C'est une jeune chinoise qui a lancé au printemps 2016 le MobiKey, qui a levé 600 millions d'euros avec le groupe Tencent, qui est le groupe inventeur de WeChat. WeChat aujourd'hui a 900 millions d'utilisateurs. En Chine, si vous n'êtes pas WeChat, on vient de la Lune. Tout le monde est WeChat. Donc, elle a levé, et puis aussi, elle a levé des fonds auprès du groupe Alibaba, hein, de Frank Ma, et pour lancer tous les vélos dans les grandes villes pour que par application,
on paye 0,07 euros pendant 30 minutes ou 1 heure pour pouvoir circuler, etc. Et qu'elle a connu un très grand succès en Chine et maintenant elle se lance le MobiKey à Singapour et à Manchester. Donc voici l'illustration de 3 exemples de femmes chinoises avec leur origine tout à fait modeste et qui sont arrivées à une réussite non seulement économique, non seulement par leur business model, par leur créativité, leur audace, mais surtout par leur humanité et aussi le sens de leur entreprise. Voilà les quelques exemples que je voudrais. Ok. Moi, je commence pas avec une femme, mais avec un homme. Parce que c'est la personne qui a su comprendre ce que vivent les femmes au quotidien. Qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est un homme qui vient d'une toute petite ville de l'Inde avec très peu d'éducation. Et il voyait sa femme qui, évidemment, qui avait ses règles. Avant son mariage, il ne connaissait rien du tout sur ces questions féminines. Et il demande à sa femme pourquoi elle utilisait des vieilles bouts de tissu, etc. Elle lui a répondu que si j'achetais les protections féminines qui sont sur le marché, on ne pourrait pas ni dîner ni déjeuner dans cette maison. Et il a dit que c'était pas possible que les femmes en Inde sont obligées d'utiliser toutes sortes de choses épouvantables pendant leurs règles et qu'elles n'ont pas accès à la protection sanitaire pendant qu'ils soient corrects, bon marché. Et il essaye, il commence à faire des essais sur sa propre femme, en fabriquant de la protection féminine. Et puis par la suite, la femme dit non, ce que tu fais ne va pas. C'est vraiment ça, c'est pas efficace. Et finalement, les membres de sa famille, la gente féminin de sa famille a refusé de continuer avec ses expériences. Donc, il est allé voir le boucher du village qui était un copain. Il a acheté la vessie d'une chèvre qu'il remplissait du sang, il l'attachait à sa propre personne et il continuait sa vie avec cette chose attachée. Bon, il avait les vêtements tachés, ça sentait mauvais, etc. Et la femme commençait à dire, mais t'es devenu fou. Le village disait qu'il était fou. La femme l'a quitté. Sa famille l'a quitté. Il a été chassé du village. Mais il n'a pas pour autant laissé tomber son obsession absolument magnifique. Et finalement, il a compris que ce qu'on utilisait pour la fabrication de ces protections féminines n'était pas du tout ni du coton ni du tissu, mais c'était une espèce de bois qui était pulvérisé, qu'il y avait un procédé industriel pour fabriquer cette chose. Et il a commencé à inventer une machine. Aujourd'hui, quelque chose qui coûtait 40 roupies, qui est vraiment très très difficile pour des femmes modestes à pouvoir se permettre, son invention, chaque protection féminine coûte 4 roupies. Donc il a fait descendre le prix et effectivement il a inventé une machine qui peut être utilisée par les femmes dans les villages éloignés. Il a fondé des coopératives des femmes qui ensemble fabriquent ça pour le village entier. Et les femmes vraiment le bénissent comme quelqu'un qui est pratiquement un dieu. L'histoire a un très joli fin parce que la femme est revenue. Elle l'a vu à la télé un jour en train de parler de son invention. Elle est revenue et aujourd'hui c'est sa femme qui est vraiment la speakerine, la spokesperson de son invention. Il a vendu quelque chose comme 2000 machines en Inde. C'est quelqu'un qui parle
à peine correctement l'anglais, qui est invité partout chez Harvard et ailleurs, d'abord pour sa persévérance, deuxièmement pour son sens de empathie et pour lutter pour la dignité de la femme. Donc, ça c'est mon premier exemple. La deuxième, c'est quelqu'un qui est tout autre. Peut-être vous l'avez déjà vu, c'est le président, directeur général de Pepsi Cola dans le monde. C'est une femme indienne qui s'appelle Indira Nooyi. Donc, un autre exemple de ce que peuvent faire les femmes en Inde, issues d'une famille pas exactement riche, mais de classe moyenne, avec de l'éducation. Elle a fait ses études à Harvard et puis à Wharton School of Business. Elle est entrée dans Pepsi Cola pour devenir effectivement le président directeur général de la deuxième plus grande multinationale des sodas et d'autres choses. Donc ça, c'est Indira Nooyi. C'est comme presque comme d'une efficacité qui est comme une machine. Elle dit, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, il faut que j'arrive à gérer cette énorme entreprise, mais j'ai aussi besoin d'avoir un work-life balance. Et je viens de recruter pour mon centre à Delhi quelqu'un qui était la directrice de marketing et insights chez Pepsi Cola. Et cette femme n'arrête pas de me parler de Indira Nooyi comme quelqu'un qui a toujours pensé, tout en étant le CEO d'un groupe aussi puissant et un groupe quand même qui vous vend des sucres et des choses assez dégueulasses, la nouvelle recherche de Pepsi Cola, c'est de regarder les choses comme le stevia, de voir les produits de substitution qui sont beaucoup moins nocifs pour la santé et aussi mettre l'accent sur des choses qui sont pour le healthy living, pour une mode de vie saine. Donc, je ne sais pas du tout si on va voir une grande transformation à l'intérieur de Pepsi Cola, mais en tout cas, Indira Nooyi a commencé une espèce de révolution à l'intérieur de cette société. Et ma troisième personne, je n'ai pas j'arrive à avoir un problème, un bug. C'est une jeune femme, un peu comme la jeune femme de Meyi, qui s'est lancée effectivement avec de la technologie et des apps qu'elle a créées, qu'elle a inventées, pour aider les jeunes femmes qui ont eu leur bébé, qui ont interrompu leur travail, eu leur bébé, comment les réinsérer dans le monde du travail. Donc, quelque part, il y a cette espèce de empathie vers le monde féminin et ça change effectivement leur manière de manager les sociétés. Voilà, c'est le management au féminin. Un grand merci à Wahi et à Weiju pour leur très très belle présentation très complète. Donc c'est le temps des questions maintenant, peut-être une transition quand même sur... il faut parler du futur, tout à fait, mais donc l'impact peut-être, les perspectives, l'impact de ces changements sur les futures années avec peut-être la politique de l'enfant unique et autres, quelles peuvent être les perspectives, voyez? Oui, alors en Chine, depuis 1980, vous connaissez que la Chine a fait appliquer une politique de l'enfant unique parce qu'on a connu dans les années 60 des grandes famines à cause de la misère, du sous-développement et de pauvreté. Et cette politique a été appliquée de façon très sévère et que donc maintenant la génération Y et Z, c'est la génération d'enfants uniques, sauf pour les minorités nationales qui ont été autorisées à faire deuxième ou même parfois troisième enfant, et que cette génération Y et Z, c'est ce qu'on appelle la génération 80-90. Et cette génération-là, ils sont nés pratiquement avec Internet.
C'est-à-dire non seulement ce sont des enfants uniques, en plus immédiatement la nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie leur ont donné la liberté de décider, de proposer, de s'exprimer, d'agir et de penser. Donc notre réalité humaine aujourd'hui du 21e siècle, c'est d'abord cette individualité. C'est-à-dire chacun par son smartphone, son écran, iPad, etc. peut s'exprimer, raisonner et penser, agir, et faire agir et influencer. De manière à ce que tout le monde va laisser sur le toile une trace indélébile. Ça veut dire que c'est une responsabilité. C'est une liberté, c'est une individualité, mais c'est une responsabilité. Peu de gens prennent conscience de cela. Le point positif, c'est évidemment, ça permet la créativité, l'audace, l'initiative individuelle et personnelle. Mais en même temps, ça crée aussi des conséquences plus graves à réfléchir, à penser pour la suite, pour notre futur. Notre réalité humaine de ce siècle, c'est aussi l'accélération de l'interconnectivité. L'accélération, bien sûr, de l'Internet, l'accélération du développement de l'intelligence artificielle. Cette individualité, cette liberté qui conduit la responsabilité, cette prise de conscience, ce n'est pas par homme-femme, par féminisme ou autre, n'est-ce pas, par catégorisme, par les murs, par les rideaux de fer, qu'on arrivera à progresser ensemble pour l'humanité. Je crois que grâce à la technologie, nous devons prendre conscience de la chance et de l'avantage, mais aussi en contrepartie de la responsabilité pour toujours, hein, puisque tout reste sur la toile, pour toujours, avec cette interconnectivité et cette relationnalité aussi. Et que je pense que l'Inde comme la Chine, nous avons eu de grandes chances, grâce à l'Internet et aux nouvelles technologies, de pouvoir transmettre des connaissances, du savoir, des expériences à travers le monde, de pouvoir communiquer avec le monde, même dans les régions les plus pauvres et les plus reculées et plus sous-développées, parce que c'est par satellite, que les enfants peuvent avoir accès à l'éducation, à l'instruction, à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Je crois qu'il n'y a pas de droit de l'homme sans dignité de l'homme. Et ça, c'est extrêmement important. Et la dignité, ça commence par l'instruction et l'éducation. Et merci à la nouvelle technologie, mais en même temps, prenons conscience ensemble que tout est possible, mais nous sommes tous responsables en même temps. Voilà. Merci, Meyi. Je voudrais juste ajouter une chose. En Inde, toutes mes étudiants sont des millennials. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils sont extraordinairement jeunes, très, très, très intelligents, très habiles. Mais quelque part, notre génération, on a appris l'histoire. On connaît l'histoire. On a étudié d'une manière dans laquelle cette génération n'étudie pas. Ils ont une espèce de expertise assez remarquable et ce que le futur va créer, parfois j'ai peur, mais à la fois j'ai énormément d'espoir. Les Indiens ajoutent 18 millions d'Indiens à leur population chaque année. Chaque année, on grandit notre population pour 18 millions. Et en 2020, l'Inde aura le plus grand nombre de personnes qui sont entre 15 et 36 ans. Donc, ça sera une richesse absolument extraordinaire, mais à condition que on leur donne pas uniquement cette espèce d'éducation où ils sont très technology savvy, où ils découvrent les apps et ils
continuons à inventer les nouvelles choses, mais aussi on leur donne une espèce de culture de l'humain, de l'humanité. Parce que de plus en plus, je vois que notre société commence à devenir très technologiquement avancée. On utilise la technologie pour résoudre beaucoup plus de problèmes, mais là-dedans, on commence à oublier l'élément humain de notre société. L'Inde, j'ai de l'espoir pour ce pays parce que la famille reste quand même le socle de la société indienne. Et peut-être ce sont ces réseaux de la famille, quoique les familles sont divisées par la caste, on a toujours cette notion d'appartenir, de hiérarchie et tout ça qui est absolument détestable et qu'il faut quelque part démanteler, mais cette arrivée de la technologie, l'utilisation de la technologie d'une manière intelligente, mais surtout humain, pourra peut-être nous donner quelques solutions pour demain. Je veux juste ajouter un dernier point. Par rapport à notre ouverture hier de plénière d'APM, je crois que nous sommes hommes ou femmes, nous sommes de passage sur cette terre de quelques décennies, et non seulement il faut réussir sa vie, évidemment, pour enfin être utile aux autres, et que le seul moyen de réussir sa vie et être utile à l'humanité entière, c'est par sa compétence. Un homme intelligent et une femme intelligente, ça se vaut. C'est-à-dire une femme intelligente vaut un homme intelligent, et que c'est seulement par la compétence, par l'aptitude, par le sens général commun, par le sens humain, d'abord, que on force le respect et la reconnaissance. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons applaudir Wahi et Weiju. Alors, je vais juste rebondir pour faire la transition avant les questions. Wahi, vous savez, enfin, tu sais, hein, je vous prends à partie. En France aussi, on a du travail à faire. Hein. À travail égal, est-ce qu'une femme est aussi bien payée qu'un homme? 25% de moins, a priori, ce sont les dernières statistiques. Très très bien. Donc voici venu maintenant le temps des questions. Donc 2 micros vont circuler dans la salle et nous avons une demi-heure pour que vous puissiez poser toutes les questions et vous enrichir avec la présence de nos 2 experts. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Laurent du club de Tarbes Bigorre. Je voulais poser une question par rapport à la politique démographique qui a eu lieu en Chine et qu'il n'y a pas apparemment en Inde, puisque la population croît d'une façon exponentielle. Est-ce que vous pouvez confronter vos points de vue à ce niveau-là en disant, bah, tiens, ce qu'a fait la Chine, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que l'Inde qui laisse faire, est-ce que c'est aussi une bonne idée pour l'avenir de la planète par rapport à la consommation, etc., qui en découle? Voilà, je voulais avoir votre éclairage sur ces deux politiques. Nous sommes déjà très nombreux sur cette terre, très sérieusement. Dans 2050, nous serons plus de 9 milliards sur cette terre. Est-ce qu'on a assez de ressources pendant qu'on continue à détruire, à ne pas prendre conscience de la protection de notre environnement, qui est notre seule source de vie? Et il y a encore des politiques inconscients qui disent que c'est rien, c'est pas grave. Je trouve que c'est très grave parce que non seulement nous sommes humains, mais si on ne respecte pas la nature, ce qui est la question qui a été posée de manière fondamentale, c'est que nous sommes en train de nous tuer, de nous suicider, et que c'est un dilemme difficile. La Chine a été contrainte d'appliquer cette politique très stricte, même cruelle, au regard de l'Occident, sur l'application de l'enfant unique. Mais vous savez, la vision
du 21e siècle, c'est une vision du complexe. Je crois que nous devons changer nos logiciels, c'est-à-dire il faut penser complexe. Rien n'est simple. Lorsque quelqu'un qui vous dit c'est le blanc en face du noir, c'est complètement faux. Comme Churchill a dit, parfois ça vacille entre le gris clair et gris foncé. Donc, si la Chine n'a pas fait appliquer cette politique de l'enfant unique, on aura peut-être eu déjà 30 millions de morts à cause du sous-développement, de la misère et aussi de la richesse qui est limitée. Mais depuis l'année dernière, la Chine assouplit en ouvrant cette politique de deuxième enfant. C'est-à-dire, avant, vous payez les pénalités, vous risquez d'être licencié de votre travail, de votre poste de travail. C'est extrêmement sévère. Mais en même temps, cet assouplissement n'assure pas, pour l'instant, depuis un an, qu'il y a un grand bond en avant pour faire des deuxièmes enfants, etc. Parce que ça coûte très cher pour avoir un deuxième enfant et aussi assurer l'éducation et l'instruction de l'enfant. Parce que tout est parti de stade bloc, c'est-à-dire depuis la crèche jusqu'à l'université, il faut choisir les meilleurs. Donc il faut payer. Et c'est un coût économique extrêmement élevé pour les parents. Et ça, mais en même temps, la Chine fait face à 4 problèmes avec l'enfant unique. On voit les résultats. Vieillissement accéléré de la population. L'enfant unique qui a connu que l'individualité et certains égocentrismes, sans sens de partage et sans aptitude de communication. Bien sûr, maintenant avec Internet et smartphone, c'est beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux. Troisièmement, c'est le déséquilibre de sexe. C'est-à-dire, on préfère les garçons, donc pendant 30 ans, préférence des garçons que les filles. Donc, il y a des équilibres entre les sexes. Et le quatrième, c'est que, donc, est-ce que cet enfant en bas de la pyramide, avec 2 parents et 4 grands-parents, et parfois des arrière-grands-parents, ça fait une pyramide à l'envers, est-ce que cet enfant est capable de répondre aux défis et aux attentes de la famille, sur le plan économique, sur le plan affectif, sur le plan social, tout pose problème. Donc, c'est complexe. L'Inde va dépasser la Chine d'ici 10 ans. C'est-à-dire, vous serez le pays le plus... Tout dépend, parce que, sauf des hasards du monde, on ne sait pas, mais en tout cas, la démographie est un enjeu majeur pour nos 2 pays et pour le reste de l'humanité. Est-ce que nous avons assez de ressources pour répondre? Toutes les guerres du futur vont concentrer sur les ressources vitales, que ce soit l'eau, l'énergie, les terres arables, la forêt, etc. Donc, lorsqu'on voit tous ces enjeux-là, il faut se poser des questions et réfléchir. Mais en tout cas, l'exigence, c'est penser complexe et holistique et organique et dynamique. Et pas simple, pas simpliste. Oui, voilà. En Inde, on a eu et on a toujours une politique de planning familial. Sauf qu'en 1975, quand Madame Gandhi était le Premier ministre, on a eu quand même 22 mois de ce qu'on appelle un état d'urgence dans le pays, où Madame Gandhi avait suspendu les droits civiques des gens. Elle avait déclaré un état d'urgence, les journaux n'étaient plus libres, il y avait de la censure, et un des programmes qu'elle avait essayé d'instaurer, c'était un programme de planning familial, de stérilisation presque forcée à un moment donné, parce que elle disait, et son fils également, qu'il faut absolument arriver à contrôler la population. Évidemment, il y a eu quelques les accidents de parcours où les instruments n'étaient pas bien stérilisés, il y a eu quelques morts, il y a eu des accidents, et puis comme il y a eu la politique de chiffres, on stérilisait les jeunes garçons de 15 ans aussi bien que les vieillards de 80 ans. Simplement pour remplir cette demande
imposé par le gouvernement central qu'il faut absolument contrôler notre population. L'Inde est une démocratie. Quand Madame Gandhi a finalement tenu les élections en 97, c'était à cause de ce programme de planning familial qu'elle a perdu des élections. Elle a perdu sa caution. Et alors, pour l'Inde, n'importe quelle question d'imposition devient extrêmement délicat. Parce que c'est une démocratie qui fonctionne. On a une alternance de gouvernement chaque 5 ans. Et il n'y a pas de possibilité d'avoir un système soit unipartite, soit une imposition par l'armée, d'un coup d'État militaire. C'est absolument impossible parce qu'après 70 années, les Indiens ont vraiment intériorisé la notion de liberté d'expression et de l'acte démocratique, qui rend ces choses extraordinairement difficiles. Certes, il y a même aujourd'hui des programmes de planning familial, mais qui sont plutôt volontaires, ou avec les incentives, on vous donne de l'argent si vous venez, mais il y a quand même un infléchissement du taux de croissance, et la population commence en absolu, le taux de naissance commence à baisser significativement pour la première fois depuis des décennies. Mais combien de temps est-ce qu'il nous faudra pour effectivement contrôler la population? C'est vraiment un enjeu difficile, mais aussi dans un pays où vous n'avez pas l'État providence. Vous avez que la famille. Vous n'avez pas l'État qui prend en charge votre maladie. Oui, c'est gratuit les soins dans les hôpitaux, mais on n'a pas assez de médecins. On n'a pas assez de... Le système de protection sociale est extraordinairement faible. Et comme les gens perdaient énormément d'enfants, le taux de mortalité des enfants qui sont tout petits, entre naissance et 4 ans étant très élevé, la famille est toujours tentée d'avoir plusieurs enfants parce qu'on n'est jamais sûr si tel enfant va mourir ou pas. Récemment, on a eu 60 enfants qui sont morts de la encéphalite dans un hôpital dans l'Uttar Pradesh. Et si on avait encouragé cette famille d'avoir qu'un seul enfant, ça aurait été quelque chose ça aurait été la dévastation des familles. Alors, il faut aussi comprendre la logique des familles. Pour quelles raisons on ne peut pas imposer des solutions? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire avancer l'agenda du développement et du progrès qui est dans l'intérêt de tous, mais sans avoir, avec une main de fer. Et ça, c'est vraiment le challenge, le défi quotidien. C'est difficile. On a lancé un slogan récemment, Beti Bachao, Beti Padhao. On a le même problème qu'en Chine, c'est-à-dire les fœtus filles sont souvent avortés parce qu'on donne la préférence aux garçons. Comment est-ce qu'on peut corriger cet déséquilibre? Parce que dans certains États, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et ça mène à nouveaux problèmes. Parce qu'on ne peut pas trouver des filles. Dans le village, il y a beaucoup moins de filles. Donc, un garçon ne trouve pas quelqu'un pour marier. Et alors, ça donne naissance à une espèce de nouvel trafic de femmes, parce qu'on amène des femmes des autres États, souvent des filles qui sont vendues par leur famille, parce que la famille vit dans une espèce de pauvreté épouvantable. C'est vrai que depuis l'indépendance, les Indiens sont devenus nettement moins pauvres, mais il y a toujours une pauvreté et une misère dans les campagnes en Inde surtout, où selon mes calculs, il y a à peu près 300 millions de personnes qui vivent dans la misère absolue en Inde. Et c'est simplement
pas acceptable. C'est pas vraiment une réponse à votre question, mais c'est une explication. Je partais un petit peu de la même question, c'est-à-dire comment est-ce que vous envisagez le futur de justement ce déséquilibre au niveau de la population féminine. Donc ça va peut-être faire aussi moins de reproduction, mais de l'autre côté, il y a un déficit dans les deux pays de femmes énorme. Comment vous voyez le futur à ce niveau-là? Alors en Chine, surtout dans les régions très reculées ou à la campagne, ben, ils achètent des épouses au Vietnam, en Asie du Sud-Est, avec une somme d'argent. C'est une réalité, hein, c'est déjà publié, enfin médiatisé, et voilà. Et puis, elles viennent en Chine sans parler un mot de chinois, et qui commencent. Il y en a des couples qui réussissent et d'autres pas du tout, et qui ensuite qui se rendent dans les préfectures de police, et ensuite rapatriés, etc. C'est un vrai problème en Chine à cause de ce déséquilibre. C'est-à-dire, selon les statistiques démographiques officielles en Chine et aussi de certains organismes mondiaux, à la naissance, le moyenne mondial, c'est 103 garçons contre 93 filles. Non, 103 garçons contre 87 filles. Et moyenne mondiale, et la Chine, c'est 117 garçons contre 83. C'est-à-dire à cause de ce... C'est interdit par la loi, hein, de faire l'avortement par l'échographie, etc. Mais ça existe encore. Donc, ce phénomène de préférence continue. Vous savez, on ne change pas 2500 d'histoire en 2 décennies ou 3 décennies. Et que le temps compte et s'impose parfois, et qu'il faut du temps pour changer des choses. C'est grâce à la réussite des femmes que je vous ai montré comme exemple concret que on force le respect et la reconnaissance. Les femmes chinoises, de plus en plus dans la société, sont respectées à cause de leur mérite, à cause de leur compétence, à cause de leur intelligence. Peut-être pas intellectuelle, mais spontanée, intuitive, émotive. Elles ont l'intelligence spontanée, émotive et intuitive, ce qui est très riche déjà. Et d'autres n'en ont pas. Donc, voilà. Dieu sait que je n'aime pas le gouvernement actuel en Inde. Ils sont hindouistes, extrémistes, ils veulent une espèce de majoritarianisme hindouiste, et on est en train de retourner à l'âge de pierre que je décris avec toutes mes forces. Je suis souvent trollée sur l'internet. On m'appelle une prostitute, c'est-à-dire une prostituée de la presse, hein. C'est très intelligent d'ailleurs d'appeler les gens prostitute. C'est un badge que je porte avec honneur. Et voilà. Mais pour vous dire que quand ce gouvernement fait quelque chose de bien, il faut le dire. Et un des slogans qui a vraiment bien marché, c'était Beti Bachao, Beti Padhao. Ça veut dire sauver nos filles, éduquer nos filles. Et ils avaient lancé une espèce de compétition où le père et la fille devaient prendre une selfie ensemble. Et on allait décerner des prix à des meilleurs selfies d'un papa et sa fille. Et ils ont reçu des millions de photos. Je me plains pour la personne qui a dû regarder tous ces millions de photos pour choisir les 3 meilleures photos en Inde de père et de fille. Mais c'est uniquement avec ces choses comme ça. Mais il y a un mouvement chez les femmes en Inde. D'abord, les femmes musulmanes ont gagné une victoire extraordinaire. Elles sont allées devant la cour de justice pour dire que ce système de divorcer la femme en disant talak 3 fois, je te divorce, je te divorce, je te divorce, talak, 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 et ça y est,
le divorce est prononcé. Et en Inde, vraiment, on est très réactionnaire, mais très technologiquement avancé à la fois, parce qu'on utilise WhatsApp pour dire talak, 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 on utilise SMS, Internet, téléphone et toutes sortes de choses. Les femmes ont posé un défi devant la cour, elles ont gagné, ça a été reconnu comme contre la Constitution. Et on dit que vraiment les femmes musulmanes qui sont parmi les plus soumises en Inde ont marqué un grand pas en avant. La deuxième chose, c'était que quand il y a eu ce viol dont on a parlé énormément, la bonne chose de la société indienne, c'est que rien ne peut rester caché parce que les médias en parlent. Et maintenant, chaque fois, quand il y a des attaques contre les femmes, vous avez des gros titres. Il y a une espèce de prise de conscience que la violence conjugale, que la violence contre les femmes n'est plus acceptable. Ça arrive tout le temps, hein, parce qu'on est une société quand même très machiste, très anti-femme. Quand vous avortez les fœtus filles, alors pourquoi est-ce que vous allez respecter les femmes si vous indulgez dans les pratiques de ce genre? Mais ça commence petit à petit, d'une manière très timide, mais de changer quand même. J'aurais deux questions. Je voyage beaucoup, et entre autres en Chine et en Inde. Je voulais savoir si dans les deux pays, les mariages, comment on appelle ça, arrangés, ou encore, enfin, surtout en Inde, parce qu'en Chine, je sais pas trop comment ça fonctionne. Si ça va continuer encore du fait des castes et du fait de votre philosophie de la vie, on va dire, ou de votre culture. Ça, c'est une première chose. Et puis en Chine, je voulais savoir, parce que je suis toujours admiratif de voir des femmes qui sont à la tête de grandes mairies, de grandes villes, etc. Par contre, au niveau du parti politique chinois, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Parce que ça, par contre, on en voit peu. Voilà, c'est une question. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas affichées. C'est une question extrêmement importante dont en Chine on parle très peu. C'est-à-dire la participation des femmes dans le monde politique au plus haut niveau. C'est vrai, on voit moins de femmes. On a des illustres ministres du commerce extérieur, etc. Mais elles sont très minoritaires encore. Je crois que c'est un progrès vraiment à réaliser pour la Chine. Nous avons des scientifiques de premier niveau, nous avons des mathématiciens, des informaticiennes, nous avons des médecins, nous avons des mairesses, les maires, hein, et nous avons des grands professeurs, des chercheuses, des écrivaines, etc. Dans tous les domaines, elles sont présentes sur le premier plan de la société et reconnues comme telles, et respectées par leur mérite et par leurs compétences. Mais au niveau politique, je crois que sincèrement, c'est un progrès à réaliser. Et là, je dois dire qu'un jour, lorsque le monde politique chinois me regarde, il faut qu'il prenne conscience de cette importance-là, vraiment. Et ça, c'est un fait auquel il faut prêter attention. Alors, au niveau, pour répondre à votre question sur les mariages arrangés, c'est vrai que les mariages ne sont pas arrangés entre les parents des deux, comme dans le passé. Mais si vous allez dans les parcs publics à Shanghai, à Pékin, à Canton, à Chengdu, tout le monde affiche avec le CV, le fils et puis la fille. Et puis, il y a des bandes comme ça partout. Et ils essayent de trouver, parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver pour leur fille et leur garçon, leur enfant, l'époux ou l'épouse idéale. Donc, en tout cas, c'est une audace et aussi une créativité chinoise pour cette fois-ci. Hein, il y a une gestion matrimoniale, peut-être pas arrangée, peut-être un peu démocratique à l'initiative privée, mais en tout cas, ça se passe comme ça en Chine. Hein, et je trouve que c'est quand même un paysage à admirer et en Chine, c'est amusant. L'homme qui a créé le site matrimonial shadi.com, Shadi, ça veut dire mariage. Mariage.com est devenu aujourd'hui un milliardaire plusieurs fois.
Vraiment, les sites fonctionnent extraordinairement bien et comme je dis, la technologie est utilisée pour les idées très arriérées. Vous pouvez avoir selon l'horoscope, le caste, donc ça devient de plus en plus entre guillemets facile d'arranger un mariage selon les critères de caste, etc. C'est vrai que la caste ne meurt pas en Inde. On en parle avec un peu de honte. C'est comme les gens qui votent Front National qui disent non, moi je vote pas Front National. Hein. En Inde, on vous dit ah non, la caste, non, on n'en parle pas. Mais en fait, et c'est un fait, qu'effectivement vous êtes très consciente de la caste. Parce que le mariage est un mariage entre familles, c'est pas un mariage entre individus. Et les préférences culinaires, une famille peut être végétarienne et si vous épousez quelqu'un qui mange de la viande, mais comment est-ce que ça va aller avec la famille? Ça crée maintes problèmes de cette nature. Donc, on n'a pas laissé derrière nous le système de mariage arrangé, on l'assouplit beaucoup plus. Au temps de ma grand-mère, mon grand-père avait juste le droit de voir ses petits orteils et c'était tout. Il devait décider par la beauté des orteils de la fille qui était devant lui s'il voulait l'épouser ou pas. Aujourd'hui, la fille et le garçon peuvent sortir ensemble, peuvent se voir à plusieurs reprises, échanger des téléphones, des lettres, des emails et puis après dire est-ce qu'on voudrait épouser cette personne ou pas. C'est une question aussi d'attitude. Je connais beaucoup d'avocats, professeurs, médecins qui préfèrent avoir un mariage arrangé. D'abord parce que la société indienne est divisée en telle sorte que les filles ne rencontrent pas facilement les garçons et donc c'est toujours difficile à entrer dans une relation amoureuse, sociale, etc. avec quelqu'un du sexe opposé. Et puis, deuxièmement aussi, à cause de cette poids que je dois obéir ma famille, je dois respecter ma famille, je dois respecter les souhaits de ma famille. Et les gens préfèrent avoir les mariages arrangés plutôt que de choisir leur truc. Une autre chose qui est très déplorable, c'est quelque chose qui est passé récemment. Il y avait une jeune femme qui s'est convertie à l'islam et qui a épousé un jeune musulman. Une fille de 24 ans, majeure, qui pouvait agir de son propre gré. Les parents ont déposé un recours devant le tribunal et le juge a décidé que c'était entre guillemets une conversion forcée. Parce qu'il y a toujours cette suspicion envers l'islam, on commence maintenant, il y a une islamophobie, on voit l'islam comme une espèce d'ennemi et on parle de love jihad. C'est-à-dire les jeunes musulmans qui essayent d'attraper les jeunes hindous en les séduisant, en les épousant et en les convertissant. Donc ça introduit des tensions au sein d'une société qui a toujours été très hétérogène, très divers et qui a toujours su respecter l'autre. Cet espace de respect pour les autres est en train de rétrécir. Et ça me rend extraordinairement anxieuse. Alors, Catherine, APM Suisse, d'abord merci mesdames, et au préalable, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de vos deux pays qui ont souffert, qui ont payé de leur chair, soit avant leur naissance, soit après leur naissance, et tout ce qu'on voit effectivement qui se passe dans le monde, dans votre pays, tout ce qu'on lit nous terrifie. Je rendrai aussi hommage aux femmes africaines qui ont payé aussi de lourds tributs. Donc en tant que femme occidentale, bravo, bravo pour leur courage, bravo à vous aussi également. Plus jeune, on nous disait l'évolution, la liberté de la femme passe par l'éducation. On ne peut pas douter que dans vos deux pays, l'éducation ait été efficace et on voit maintenant au niveau international, au niveau de l'économie,
mondiale, à quel point vos pays ont investi dans l'éducation. Peut-on penser que les technologies actuelles, l'accès à Internet, la mondialisation de l'accès à l'information peut être un atout pour les jeunes femmes de vos pays, pour les jeunes femmes africaines, quant à leur autonomie, leur liberté, leur sexualité, et également tout ce qui touche à la fécondité également. Oui, certainement. Certainement, et je suis très heureuse qu'on a de plus en plus de pénétration d'Internet dans les campagnes, de la téléphonie mobile dans les campagnes. Dans mon centre, pour les changements de comportement en Inde, par exemple, on pose la question, on fait des recherches sur le fait que beaucoup de femmes dans les campagnes n'utilisent pas les toilettes qui ont été construites pour eux. Pour quelle raison est-ce que les gens préfèrent aller déféquer dans les champs plutôt que d'utiliser les toilettes qui ont été construites? Et on n'a pas suffisamment de recherche de ce genre. Comment parler de l'anémie qui affecte 70% des femmes indiennes? Pourquoi elles sont ignorantes des petites choses qu'elles pourront changer pour rendre leur famille plus saine, plus forte, parce qu'on voit que les enfants qui souffrent de l'anémie ne réussissent pas à l'école, parce qu'il y a ce qu'on appelle le processus de stunting, où vos capacités intellectuelles sont affectées, et beaucoup d'autres types de questions de ce genre. Les femmes rurales, les femmes éloignées, elles se sentent complètement sans pouvoir. Et c'est cette notion que moi aussi je pourrais faire quelque chose parce que j'ai qu'un clic que je devais faire, même à l'intérieur de ma famille, même sans sortir, même sans manifester en public, parce que ça, j'oserais pas faire. Mais j'oserais peut-être participer dans un sondage, j'oserais peut-être poster des choses et le fait de savoir lire et écrire, c'est quelque chose qui rend les femmes beaucoup plus puissantes. Parce que les femmes sont plus résilientes, en fait, que les hommes. Les femmes survivent malgré le fait qu'on essaye de tuer les bébés filles, qu'on leur donne moins à manger. Si vous avez passé ce cap de 4 ans, après les femmes vivent plus longtemps, même en Inde, dans des endroits ou dans un milieu aussi hostile qui est l'Inde pour les femmes. Et donc, c'est cette notion de résilience, de vouloir progresser, que Internet pourrait vraiment aider à ça. Et toutes les nouvelles technologies. Quant à la Chine, je pense que la nouvelle technologie a rendu à la Chine la liberté individuelle, l'audace individuelle, surtout de la part des femmes et des jeunes générations de femmes. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la génération Y et Z. Partout où j'ai parcouru la Chine, j'ai toujours vu que tout le monde a un smartphone et que tout le monde d'ailleurs est un peu trop focalisé à mon avis. Hein. Au lieu de regarder la personne en face, il regarde la photo de la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écran plat forme l'esprit plat. Excusez-moi de vous dire. Il faut essayer. Il faut essayer de voir la richesse, la diversité, la beauté de notre monde avec profil, recul, l'horizon et la complexité. Sinon, c'est très dommage. Et ça, c'est un danger. C'est que ce que je dis sur les désavantages de notre temps. Et ne pas trop focaliser sur une chose parce que le monde est tellement complexe et divers. À la fois, c'est ce que je voudrais quand même revenir sur ces quelques points comme conclusion essentielle de notre matinée, de ces 2 heures passées ensemble. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que les vertus féminines comptent
dans le progrès de l'humanité, c'est-à-dire la finesse, la délicatesse, la bonté, l'attention, le soin aux autres, l'intelligence spontanée, émotive et intuitive, ce qui d'ailleurs une immense richesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai interrogé les éminents hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, depuis l'Asie jusqu'à l'Europe. Il y a des très grands hommes, de grands scientifiques, des grands chercheurs, des grands écrivains. Et lorsque j'ai toujours posé la question au moment de la fin d'un dialogue, je dis, qu'est-ce qui a compté dans votre vie? Ils m'ont toujours répondu, ma mère, ma grand-mère. Enfin, il faut de temps en temps, ils ajoutent par politesse, mon père aussi. Hein. Donc, je ne veux pas négliger quand même vos rôles. Et que, parce que les femmes éduquent, les femmes savent ce qui est important et qui ne l'est pas. Très rapidement. C'est-à-dire l'essentiel. Parce qu'elle est confrontée à des réalités complexes de la vie quotidienne. Donc, il faut trouver des solutions. Elles ne font pas des grandes théories. Hein. Il n'y a pas de grands paradigmes, n'est-ce pas, à faire des livres. Mais il y a cette intelligence quotidienne, intuitive. Et ça, il faut absolument prendre en compte de notre moitié de l'humanité. Sinon, ce serait très dommage pour notre humanité, son avenir. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Wahi. Merci beaucoup, Weijou.